Le silence. Seul le souffle du vent sur le champ désert et le cri lointain d'un corbeau se font entendre. Au-dessus de l'horizon. La petite ville de Val-des-Bois se trouvait aux confins des Ardennes, oubliée par le temps et les hommes. Autrefois, elle débordait de vie une ligne de chemin de fer, une scierie, des commerces. Aujourd'hui, il ne restait que des bâtiments vides, des rails envahis par la végétation et une poignée d'habitants qui n'avaient nulle part où aller. C'était la fin octobre. Les feuilles tombaient des arbres, créant un tapis doré sur le sol. L'air était frais, humide, sentait l'automne et la mélancolie. Et c'est précisément à ce moment-là que le chien fut remarqué pour la première fois. C'était un berger allemand, grand, aux poils grisonnants autour du museau et aux yeux doux et tristes. Il n'avait pas l'air d'un chien errant, il était soigné, propre, comme si quelqu'un s'occupait de lui. Mais personne en ville ne le connaissait. Le chien apparut un matin près des vieilles voies ferrées désaffectées, à côté d'un arbre tombé. Il s'assit là, regardant fixement un point précis vers les broussailles et le vieux talus. Et il attendait. Madame Solange, une institutrice à la retraite vivant dans la maison voisine, le remarqua par la fenêtre. Bizarre, marmonna-t-elle pour elle-même en buvant son thé. D'où sort-il? Elle observa le chien pendant 1 heure. L'animal ne bougeait pas, n'aboyait pas, ne cherchait pas de nourriture. Il restait simplement assis et attendait, comme s'il attendait quelqu'un. À la tombée de la nuit, le chien se leva, regarda une dernière fois au même endroit et s'éloigna lentement, disparaissant entre les arbres. Le lendemain, il était de nouveau là. À la même heure vers 10 heures du matin. Au même endroit. Dans la même position. Madame Solange sortit de chez elle et s'approcha prudemment. « Eh, mon beau, dit-elle doucement. Qu'est-ce que tu cherches? » Le chien la regarda calmement, mais ne s'approcha pas. Il ne grogna pas, ne s'enfuit pas. Il se contenta de regarder, comme s'il disait, « Ne me dérange pas. J'ai une mission importante. » Solange lui apporta un bol d'eau et un morceau de saucisson. Elle les posa à côté du chien et s'éloigna. Quand elle revint 1 heure plus tard, l'eau avait été bue, mais le saucisson était intact. « Tu n'as pas faim ?» demanda-t-elle doucement. Le chien continuait seulement de regarder au même endroit. C'est ainsi que commença le mystère du chien de la voie ferrée. Si vous voulez savoir ce que ce chien gardait, restez avec nous. Abonnez-vous à la chaîne, car cette histoire est extraordinaire. Les jours suivants, le chien revint régulièrement. Toujours à 10 heures. Toujours au même endroit. Toujours seul. Les habitants commencèrent à le remarquer. Les enfants rentrant de l'école s'arrêtaient pour le regarder. Les adultes hochaient la tête, commentant entre eux. « C'est étrange, » disait Monsieur Jean, un cheminot à la retraite. Les chiens ne se comportent pas comme ça sans raison. Peut-être qu'ils gardent quelque chose? Suggéra sa femme. Ou qu'il attend quelqu'un qui ne reviendra plus, ajouta doucement Madame Solange. Cette pensée resta suspendue dans l'air comme un nuage. Les enfants de l'école primaire commencèrent à venir spécialement pour voir le chien mystérieux. Certains essayaient de le caresser, mais le chien, bien que doux, gardait ses distances. Il ne grognait pas, ne fuyait pas, il ne réagissait tout simplement pas, comme s'il était en transe. « Il est triste, » dit Léa, une fillette de CM2, 10 ans, avec des tresses brunes et des yeux vifs. « Je le vois. Il manque à quelqu'un. »
Ses amis éclatèrent de rire. Les chiens ne ressentent pas le manque. Si, insista Léa. Mon grand-père disait que les chiens ont des cœurs plus grands que les humains. Et qu'ils se souviennent plus longtemps. Léa était une enfant particulière. Elle lisait beaucoup, réfléchissait profondément, posait des questions auxquelles les adultes n'avaient pas toujours de réponse. Son grand-père, un ancien combattant décédé 2 ans plus tôt, lui avait appris le respect de l'histoire et de la mémoire. « Cherche toujours la vérité, Léa, disait-il. L'histoire n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle est silencieuse. Mais elle est toujours importante. » Léa avait retenu ces mots. Et maintenant, en regardant le chien, elle sentait qu'il y avait là une histoire. Une vérité qui voulait être découverte. Elle décida d'observer le chien de plus près. Chaque jour après l'école, elle venait au rail, s'asseyait à quelques mètres de distance et regardait. Le chien ne lui prêtait pas attention, totalement concentré sur sa tâche. « Qu'est-ce que tu gardes, le chien ?» chuchotait-elle. « Qu'est-ce qu'il y a là ?» Le chien ne répondait pas. Mais ses yeux disaient tout. Ils étaient pleins de tristesse, de nostalgie et d'une détermination inébranlable. Les semaines passèrent. Le chien continuait de venir. Toujours ponctuel. Toujours fidèle. Et puis, par une froide journée de novembre, Léa remarqua quelque chose d'étrange. C'était un jeudi, une journée grise et brumeuse. Léa, comme d'habitude, vint au rail après l'école. Elle s'assit à sa place habituelle, sortit son cahier et commença à dessiner le chien. Elle le faisait souvent, essayant de capturer son expression, son essence. Le chien était assis dans sa position habituelle, regardant vers les broussailles. Mais cette fois, quelque chose était différent. La terre à côté de lui était légèrement retournée. Pas beaucoup, quelques centimètres, comme si le chien avait gratté avec ses pattes. Des morceaux de terre fraîchement déterrés, humides, sombres. Léa s'approcha, lentement, pour ne pas effrayer l'animal. « Qu'est-ce que tu as là, mon beau ?» demanda-t-elle doucement. Le chien la regarda pour la première fois avec quelque chose ressemblant à de l'intérêt. Sa queue frétilla légèrement. Ce n'était pas un remuement de joie ou plutôt un signal, « Regarde. C'est important. » Léa s'agenouilla près de la terre retournée. Il y avait quelque chose là. Quelque chose de dur, dépassant dessous la couche de feuilles et d'argile. Elle commença à creuser prudemment à main nue. La terre était froide, mouillée, collante. Après quelques minutes, elle sentit quelque chose de métallique. Son cœur commença à battre plus vite. « Qu'est-ce que c'est ?» chuchota-t-elle. Elle creusa davantage, dégageant de plus en plus l'objet. C'était le coin de quelque chose de plus grand. Du tissu. De la toile cirée. Vieille, abîmée, mais tenant encore ensemble. Le chien la regardait calmement, comme s'il disait « Enfin !» Enfin quelqu'un a compris. Léa arrêta de creuser et courut vers la maison. Elle devait prévenir quelqu'un. C'était trop grand, trop important pour qu'elle s'en occupe seule. Maman. Maman. Et elle fit irruption dans la maison comme une tempête. Sa mère, Alice, était dans la cuisine en train de préparer le dîner. « Et qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi es-tu couverte de boue ? J'ai trouvé quelque chose. Près des rails. »
Là où il y a le chien. On doit y retourner. Alice fronça les sourcils. Léa, de quoi parles-tu? S'il te plaît, maman. Tu dois me croire. C'est important. Il y avait quelque chose dans la voix de sa fille qui empêcha Alice de refuser. Elle mit sa veste et elle allèrent ensemble au rail. Le chien était toujours là, attendant patiemment. Léa montra à sa mère l'endroit creusé. Ici. Il y a quelque chose d'enterré ici. Alice s'agenouilla et toucha la toile qui dépassait de la terre. Son visage devint sérieux. Ça a l'air vieux. Très vieux. Nous devons prévenir la gendarmerie. La gendarmerie? Léa était surprise. Oui. Ça pourrait être quelque chose d'important. Historique. Nous ne devrions pas y toucher seuls. Si cette histoire vous intrigue, cliquez sur j'aime. Car ce qu'elles vont trouver sous terre va tout changer. 1 heure plus tard, les gendarmes arrivèrent, un jeune adjudant, Paul Martin, qui connaissait la famille de Léa. Avec lui vint Monsieur Jean, le vieux cheminot qui connaissait chaque centimètre des voies. Alors, montre-nous, Léa, ce que tu as trouvé, dit l'adjudant. Léa les conduisit à l'endroit. Le chien était toujours assis là, calme, comme s'il savait que sa mission touchait à sa fin. L'adjudant Martin s'agenouilla et commença à déterrer l'objet avec précaution. Après une quinzaine de minutes, il remonta à la surface un vieux sac à dos militaire, imprégné d'humidité, lourd, enveloppé dans de la toile cirée. « Bon sang », murmura-t-il. « Ça pourrait dater de la guerre. » « Ou juste après la guerre, » ajouta Monsieur Jean en observant attentivement. Ce modèle de sac, un musette, était utilisé dans les années 40 et 50. Ils défirent prudemment les liens et ouvrirent le sac. À l'intérieur, il y avait une médaille militaire vieille, rouillée, une croix de guerre ou une médaille militaire. Un képi ou un béret militaire abîmé, mais reconnaissable. Un carnet jauni, humide, avec des notes manuscrites. Les pages étaient couvertes de notes sur des missions, des noms, des dates. Une photo en noir et blanc, montrant un jeune homme en uniforme militaire, debout à côté d'un berger allemand très semblable à celui qui les observait maintenant. Et une lettre. Pliée dans une petite enveloppe, le papier fragile comme du papier à cigarette. L'adjudant Martin ouvrit la lettre avec une infinie précaution. Le texte était écrit d'une main tremblante, l'encre déjà partiellement effacée. Mais on pouvait lire. Je m'appelle François Barret. Je suis né en 1925. J'ai combattu. Je suis revenu. Mais je n'avais nulle part où aller. Mon chien, Hector, connaît cet endroit. Si vous êtes là, s'il vous plaît, ne nous oubliez pas. Je n'étais personne. Mais j'ai aimé ce chien plus que moi-même. C'était la seule vraie famille que j'ai jamais eue. Date, 12 mars 1987. Un silence profond tomba. Tout le monde regardait la lettre, puis le chien, puis de nouveau la lettre. 1987, chuchota Alice. C'est il y a presque 40 ans. Et le chien, commença Monsieur Jean, mais il s'interrompit. Tout le monde pensait la même chose. Ce chien ne pouvait pas être le même Hector de la lettre. C'était impossible. Mais la ressemblance était incroyable. C'est peut-être un descendant? Suggéra l'adjudant. Ou alors,
Léa regarda le chien avec une étrange conviction, la mémoire se transmet. Les chiens savent. Ils se souviennent. Personne ne rit. Car à ce moment-là, tous sentaient qu'ils faisaient face à quelque chose de plus grand qu'ils ne le comprenaient. Le lendemain, la nouvelle de la découverte se répandit dans la ville comme une traînée de poudre. Les gens ne parlaient que de ça, le chien mystérieux, le vieux sac à dos, le vétéran qui n'avait pas de famille. L'adjudant Martin transmit l'affaire aux autorités locales et à l'Office national des anciens combattants. Des spécialistes vinrent examiner les documents, vérifier l'authenticité de la médaille et du carnet. Le docteur Marc Ferrand, historien spécialisé dans l'histoire de la France d'après-guerre, prit le carnet pour analyse. « C'est extraordinaire », disait-il en tournant les pages avec des gants. Ces notes sont une chronique personnelle. Mission, frère d'armes, lieu, émotion. C'est comme une fenêtre sur le passé. Il lut des extraits à haute voix. Le 15 août 1944, débarquement en Provence. J'ai perdu Joseph. Un homme bon. Je n'oublierai pas ses yeux. 23 novembre 1945, je suis rentré à la maison. Mais la maison n'existe plus. Mes parents sont morts. Personne n'attend. Seul Hector est là. Il est toujours là. 3 avril 1952, je travaille à la SNCF. C'est dur. Mais Hector est avec moi. Ça suffit. Le 10 janvier 1960, je déménage encore. Les gens demandent pourquoi je n'ai pas de famille. Ils ne comprennent pas Hector et ma famille. 8 septembre 1975, maladie. Les médecins disent que ça ne va pas. Mais je n'ai pas peur. Hector saura quoi faire. Le 12 mars 1987, c'est la fin. Je laisse ça ici. Peut-être qu'un jour quelqu'un trouvera. Peut-être que quelqu'un se souviendra. Le docteur Ferrand posa le carnet, ému. Cet homme a été seul toute sa vie. Il s'est battu pour le pays, il est revenu, et le pays l'a rejeté ou oublié. Il n'avait rien à part son chien. Et même face à la mort, il ne pensait qu'à une chose, que quelqu'un se souvienne d'eux. Qu'est-ce qui lui est arrivé, demanda Léa, qui était présente lors des examens. Ses parents lui avaient permis de participer, comprenant que c'était elle qui avait lancé toute l'affaire. Nous ne le savons pas encore, répondit le docteur. Mais nous allons chercher. Dans les archives, les documents, les registres d'état civil. François Barret mérite que son histoire soit connue. Si cette histoire vous émeut, partagez-la. Envoyez-la à quelqu'un qui devrait la voir. Car certaines histoires ne peuvent pas être oubliées. Pendant les semaines suivantes, l'équipe d'historiens fouilla les archives. Ils trouvèrent les dossiers militaires de François Barret, né en 1925 dans un petit village près de Val-des-Bois. Il avait combattu dans la Résistance, puis dans l'armée régulière, peut-être la 2e DB ou la 1re armée. Il avait été décoré pour sa bravoure. Après la guerre, il était revenu, mais sa famille avait péri pendant l'occupation ou les bombardements. La maison était détruite. Il n'avait personne. Il commença à travailler pour les chemins de fer, se déplaçant de lieu en lieu, toujours avec Hector à ses côtés. Dans les années 80, il tomba malade de cancer. Il refusa le traitement à l'hôpital, préférant rester avec son chien. Il passa ses dernières années dans une petite cabane à la périphérie de Val-des-Bois, vivant modestement, oublié de tous.
Il mourut en mars 1987. Il fut enterré au cimetière communal, dans une fosse commune ou une tombe anonyme, carré des indigents. Personne ne vint à l'enterrement. Personne ne savait. Sauf Hector. Le chien a dû être avec lui jusqu'à la fin, disait Madame Solange en écoutant l'histoire. Et puis il a commencé à revenir à l'endroit qui était important pour eux. Mais le chien qui vient maintenant, commença Monsieur Jean. Ne peut pas être le même, conclut le docteur Ferrand. Les chiens vivent 10, 15 ans. 40 ans ont passé. Alors quoi? Demanda Léa. Qui est-ce? Personne n'avait de réponse. Mais tout le monde sentait que c'était plus qu'une simple coïncidence. La communauté de Val-des-Bois était bouleversée par l'histoire de François Barret. Un vétéran retraité qui avait vécu et était mort dans la solitude, oublié par l'État qui l'avait défendu. C'est injuste, disaient les gens. On devrait se souvenir de lui. Et c'est ainsi que l'initiative commença. Monsieur Jean, Madame Solange, l'adjudant Martin et quelques autres personnes fondèrent un comité pour organiser des funérailles dignes pour François Barret. Avec tous les honneurs militaires, avec le respect qu'il méritait. Le docteur Ferrand aida à retrouver la tombe. Elle était dans le vieux cimetière, dans un coin oublié, sans pierre tombale, juste un numéro. Ici, indiqua-t-il. Tombe numéro 247. François Barret. Léa se tenait à côté, tenant la médaille trouvée dans le sac à dos. Il devrait avoir une pierre tombale, dit-elle doucement. Avec son nom. Et la photo d'Hector. Pour que les gens sachent qu'il n'était pas seul. Il l'aura, promit Madame Solange. Nous collecterons de l'argent. Nous aiderons tous. Et en effet, la communauté collecta des fonds. Les habitants, les entreprises locales, même des gens de l'extérieur qui avaient entendu l'histoire dans les médias. Tout le monde voulait aider. La cérémonie funéraire fut programmée pour le 11 novembre, jour de l'armistice. Une date symbolique pour un vétéran qui s'était battu pour la France. Ce jour-là, des dizaines de personnes arrivèrent au cimetière. La communauté locale, des historiens, des anciens combattants des villes voisines avec leurs drapeaux, des journalistes. Et bien sûr le chien. Le mystérieux berger allemand, qui venait chaque jour au rail, suivit cette fois les gens au cimetière, comme s'il savait où aller. L'incroyable, chuchotaient les gens en voyant le chien marcher dans la procession. La tombe fut aménagée. Une nouvelle et belle pierre tombale en granit noir, avec le nom gravé. François Barret 1925-1987. Soldat, vétéran, ami d'Hector. Jamais oublié. À côté du nom, la gravure de la photo de François et Hector trouvée dans le sac. La cérémonie était simple, mais pleine de dignité. Le curé local célébra la messe. Les anciens combattants firent le salut militaire. La fanfare joua la Marseillaise et la sonnerie aux morts. Et alors, le chien fit quelque chose d'extraordinaire. Il s'approcha lentement de la tombe, se coucha près de la pierre tombale et commença à hurler. Un son bas, long, plein de tristesse, qui déchirait le cœur de tous les présents. Les gens pleuraient. Léa pleurait. Même les vétérans endurcis essuyaient des larmes. Il sait, chuchota Madame Solange. Ce chien sait. Il sent. Le docteur Ferrand se tenait en silence, observant la scène.
En tant que scientifique, historien, homme éduqué, il savait qu'il devait être sceptique. Mais à ce moment-là, il sentait qu'il était témoin de quelque chose que la science ne pouvait expliquer. La mémoire. Le lien. L'amour plus fort que la mort. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à la chaîne. Restez avec nous, car ce n'est pas encore fini. Après la cérémonie, les gens se dispersèrent lentement. Mais le chien resta. Il était couché près de la tombe, calme, comme s'il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait. Léa s'approcha de lui et s'agenouilla à côté. « C'est bon, mon chien, dit-elle doucement. Il est maintenant dans un bon endroit. Et tout le monde se souvient de lui. Tu as accompli ta mission. » Le chien la regarda de ses yeux doux et tristes. Et pour la première fois depuis des semaines, il remua la queue. « Tu veux venir avec moi ?» demanda Léa. « Tu peux habiter chez nous. Nous avons une maison, un jardin. Tu seras bien. » Le chien se leva lentement et la suivit. La mère de Léa, Alice, qui observait toute la scène, s'approcha et posa la main sur l'épaule de sa fille. « Tu es sûre ? » ?»« Oui, maman. Il en a besoin. Et nous aussi. » Alice regarda le chien, ses yeux calmes et sages. « D'accord. On le prend. » Et c'est ainsi que le chien, qui pendant des semaines avait attendu près des rails, gardant la mémoire de son humain, trouva une nouvelle maison. Léa l'appela gardien. Parce que c'était exactement ce qu'il était, un gardien de la mémoire, un gardien de l'histoire, un gardien de l'amour qui ne meurt pas. La vie chez Léa fut pour gardien un nouveau départ. Les premiers jours, il était un invité silencieux et observateur. Il mangeait peu, dormait dans un coin, toujours comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Mais lentement, il commença à s'ouvrir. Léa passait chaque moment libre avec lui, elle lui lisait à haute voix, lui racontait des histoires, lui montrait les photos de François et d'Hector imprimées depuis les archives. « Tu vois » disait-elle en montrant la vieille photo. « C'était ton. Je ne sais pas comment l'appeler. Ancêtre ? Esprit ? Mission ? Mais tu l'as bien rempli. Très bien. » Gardien regardait les photos avec attention, sa queue remuait légèrement. À l'école, Léa devint une célébrité locale. Les enfants voulaient entendre l'histoire pour la 100e fois, les adultes la remerciaient d'avoir trouvé la vérité. « Sans toi, Léa, personne n'aurait su, disait-il. Mais Léa répondait toujours. « Ce n'est pas moi. C'est Gardien. Il savait. Il a montré. » Les médias s'intéressèrent à l'histoire. Les journaux locaux, puis régionaux comme l'Ardennais, et enfin nationaux. La télévision vint tourner un reportage. L'histoire du vétéran et du chien fidèle émut les Français. Cela nous rappelle que les vétérans meurent souvent dans l'oubli, disait le docteur Ferrand dans une interview. L'État devrait se souvenir d'eux. Mais quand l'État échoue, parfois les gens ordinaires et les animaux font ce qui est juste. L'histoire atteignit même l'étranger. La BBC fit un court sujet. La Deutsche Welle publia un article. Les gens du monde entier étaient émus. Et à Val-des-Bois, un petit mouvement naquit. Les gens commencèrent à chercher d'autres vétérans oubliés, d'autres tombes anonymes. Ils voulaient que plus personne ne soit oublié. François Barret était l'un des nombreux, disait Madame Solange lors d'une réunion du comité. Il y a des dizaines,
des centaines d'histoires comme ça. Nous devrions les retrouver. Et c'est ce qu'ils firent. La communauté de Val-des-Bois lança le projet « Mémoire des oubliés, retrouver, documenter et honorer les vétérans morts dans la solitude ». Léa était fière d'en faire partie. Mais elle était surtout fière de Gardien. Si vous êtes toujours là, cliquez sur j'aime. Cette histoire nous apprend quelque chose d'important sur la mémoire et la fidélité. Un jour, quelques mois après l'adoption de Gardien, Léa rentra de l'école et le trouva couché dans le jardin, regardant le ciel. Sa respiration était calme, mais quelque chose dans sa posture était différent. « Tout va bien, mon beau ?» demanda-t-elle en s'asseyant à côté. Gardien posa sa tête sur ses genoux. Ses yeux étaient sereins, pleins de paix. Et alors, Léa comprit. Il savait. Il savait que sa mission était terminée. Qu'il pouvait maintenant se reposer. « Ne pars pas encore » chuchota-t-elle en l'enlaçant. « S'il te plaît. » Gardien remua légèrement la queue, comme pour dire « Je serai là aussi longtemps que nécessaire ». Et il le fut. Pendant les 3 années suivantes, Gardien vécut avec la famille de Léa, aimé, respecté, remémoré. Il allait avec elle à l'école, s'asseyait pendant les cours, les professeurs le permettaient, connaissant son histoire, participait aux cérémonies pour les vétérans. Il était un symbole. Un rappel vivant que la mémoire a un sens. Que la fidélité a un sens. Que l'amour ne meurt pas. Pendant ce temps, le projet « Mémoire des oubliés » grandissait. La communauté de Val-des-Bois, soutenue par des historiens et des bénévoles, retrouva des dizaines de vétérans oubliés enterrés dans des tombes anonymes. Chacun reçut une pierre tombale. Chacun reçut une cérémonie avec les honneurs. Et près de chaque tombe, un arbre fut planté, de symbole de vie, de mémoire, d'espoir. Léa allait souvent au cimetière avec Gardien. Le chien marchait entre les tombes, reniflant, regardant, comme s'il vérifiait que tout le monde était remémoré. « Il les protège », disait Léa à sa mère. « Comme un gardien. »« C'est pour ça que tu l'as bien nommé », répondit Alice. L'histoire de François Barret devint une partie de l'éducation locale. Les écoles organisaient des leçons sur les héros oubliés. Les enfants écrivaient des rédactions, faisaient des projets, apprenaient le respect de l'histoire. Et près des voies ferrées, là où Gardien avait attendu pendant tant de semaines, la communauté posa une plaque commémorative. Ici il a attendu. Ici il s'est souvenu. Ici il a aimé. François Barret et Hector. Symbole de fidélité et de mémoire. La plaque devint un lieu de mémoire. Les gens venaient, laissaient des fleurs, allumaient des bougies. Certains laissaient des lettres, racontant leurs histoires de proches disparus, d'ancêtres oubliés. C'est devenu quelque chose de plus grand, disait le docteur Ferrand. Ce n'est plus seulement à propos de François. C'est à propos de tous les oubliés. De tous ceux qui méritent la mémoire. Un jour, un vieil homme arriva de Paris. Il se présenta comme Georges Noyer, le neveu de Joseph, ce même Joseph dont François écrivait dans son carnet « J'ai perdu Joseph ». Un homme bon. Nous n'avons jamais su ce qui lui était arrivé, disait Georges à travers ses larmes. Il a disparu pendant la guerre. La famille l'a cherché pendant des années. Et maintenant, grâce au carnet de François, nous savons. Il s'est battu. Il était courageux. Et il avait un ami qui se souvenait de lui.
le docteur Ferrand aida à retrouver la tombe de Joseph. Également anonyme, oublié. La famille de Georges organisa une cérémonie, posa une pierre tombale. Merci, disait Georges en serrant la main de Léa. Grâce à toi et à ton chien, mon oncle a enfin été enterré comme un héros. Léa sourit à travers ses larmes. C'est Gardien. C'est lui qui savait où chercher. Si vous regardez ceci et pensez que c'est important, partagez cette vidéo. Que plus de gens connaissent cette histoire. L'histoire de Gardien devint une légende non seulement à Val-des-Bois, mais dans toute la région. Les gens écrivaient des poèmes, des récits sur lui. Un documentaire fut même réalisé, racontant toute l'histoire du premier jour où le chien apparut près des rails, jusqu'à la découverte du sac et l'enterrement digne de François Barret. Le documentaire fut diffusé sur la télévision publique et vu par des millions de Français. Les gens pleuraient, partageaient leurs histoires, remerciaient Léa et Gardien. Nous avions besoin de cette histoire, disait-il. Elle nous rappelle ce qui est important. Mais pour Léa, le plus important était que Gardien soit heureux. Qu'il puisse enfin se reposer, sachant que sa mission était accomplie. 3 ans après l'adoption, par un chaud matin de mai, Léa remarqua que Gardien était plus lent, plus fatigué. Le chien qui l'accueillait toujours avec joie levait maintenant à peine la tête. Elle l'emmena chez le vétérinaire. Le diagnostic fut brutal, cœur. Vieillesse. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Combien de temps a-t-il, demanda-t-elle, sentant sa gorge se serrer. Difficile à dire. Peut-être une semaine. Peut-être un mois. Mais il ne souffre pas. Il est serein. Léa rentra à la maison en silence. Gardien était couché sur le siège arrière, regardant par la fenêtre, comme s'il savait. Les jours suivants, Léa passa chaque instant avec lui. Elle lui lisait des livres, racontait des histoires, restait simplement assise à côté, tenant sa patte. « Tu as été le meilleur ami », chuchotait-elle. « Tu m'as appris ce que signifie se souvenir. Ce que signifie être fidèle. Merci. » Gardien la regardait de ses yeux sages et calmes. Il remuait légèrement la queue, comme pour dire « C'est moi qui te remercie. De m'avoir trouvé. De m'avoir permis de finir ma mission. » Les gens de la ville apprirent l'état de Gardien et vinrent lui dire au revoir. Il apportait des friandises, des jouets, des fleurs. Les enfants pleuraient, les adultes disaient doucement. « Merci, Gardien. On ne t'oubliera jamais. » Madame Solange vint avec une couverture qu'elle avait cousue à la main. « Pour toi, mon beau, dit-elle en le couvrant délicatement. Pour que tu aies chaud et que tu sois bien. » Monsieur Jean apporta la vieille photo de François Barret. « Je pense qu'il voudrait que tu l'aies, dit-il en la posant près du panier de Gardien. Le docteur Ferrand vint spécialement de Paris. Ce chien a changé l'histoire, disait-il en s'agenouillant près de lui. Grâce à lui, François Barret a été remémoré. Grâce à lui, des centaines d'autres ont été retrouvés. Tu es un héros, Gardien. Gardien lui lécha faiblement la main. Si cette histoire vous émeut, abonnez-vous à la chaîne. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce voyage extraordinaire. Le dernier jour de mai, à l'aube, Gardien s'en alla paisiblement. Léa tenait sa tête dans ses mains, chantant tout doucement une berceuse qu'elle lui chantait depuis le premier jour. Adieu, mon beau, chuchota-t-elle à travers ses larmes.
Tu as été le meilleur. Absolument le meilleur. Gardien soupira une dernière fois et ferma les yeux. Sereinement. Sans douleur. Comme un vétéran qui pouvait enfin se reposer. L'enterrement de Gardien fut un événement que Val-des-Bois n'avait jamais vu. Des centaines de personnes vinrent rendre hommage aux chiens qui avaient changé leur vie. Gardien fut enterré à côté de la tombe de François Barret, selon le souhait de Léa. Il doit être à côté de lui, disait-elle. Ensemble. Pour toujours. Sur la pierre tombale, on grava. Gardien 2013-2026. Fidèle jusqu'à la fin. Gardien de la mémoire. La cérémonie fut belle et pleine de dignité. Le curé local célébra la messe. La fanfare joua un hymne. Les gens déposèrent des fleurs, pleurèrent, remercièrent. Léa se tenait près de la tombe, tenant une photo de Gardien. Elle avait maintenant 13 ans, elle avait grandi avec lui. Et il lui avait appris ce qui était le plus important. Merci, chuchota T.L. Pour tout. Pour m'avoir montré ce que signifie se souvenir. Ce que signifie être fidèle. Je ne t'oublierai jamais. Les gens se tenaient en silence, rendant hommage. Et puis ils commencèrent à raconter leurs histoires, comment Gardien avait changé leur vie, comment l'histoire de François Barret les avait touchés, comment le projet « Mémoire des oubliés » les avait aidés à retrouver leurs proches. C'est tout grâce à ce chien, disait-il. Il a commencé quelque chose de grand. Le docteur Ferrand se tenait à l'écart, écoutant. Ses yeux étaient humides. L'histoire a parfois des héros auxquels on s'attend le moins, dit-il doucement. Parfois, le héros a 4 pattes et un cœur plus grand que nous tous réunis. Après la cérémonie, la communauté de Val-des-Bois décida de créer quelque chose de durable. Un monument. Un musée. Un lieu de mémoire. Et ainsi naquit le Centre de la mémoire des oubliés, un petit musée au centre de la ville, dédié aux vétérans et à tous ceux qui avaient été oubliés par l'histoire. Au centre du musée se dressait une grande et belle sculpture François Barret et Hector, marchant ensemble, épaule contre épaule. Et à leurs pieds la silhouette plus petite de Gardien, assis et regardant vers le haut, comme s'il veillait sur eux. Sous la sculpture, l'inscription. Nous nous souvenons de ceux que le monde a oubliés. Car la mémoire est la plus forte. Si vous croyez que la mémoire a de l'importance, partagez cette vidéo. Que plus de gens connaissent cette histoire. Les années passèrent. Léa grandit, finit l'école, étudia l'histoire à l'université. Mais elle n'oublia jamais Gardien et François Barret. Son mémoire de maîtrise portait sur les vétérans oubliés et le rôle de la mémoire dans la société. Il reçut les meilleures notes et fut publié. C'est tout grâce à Gardien, disait-elle. C'est lui qui m'a appris ça. Le Centre de la mémoire des oubliés devint un lieu important dans la région. Les écoles amenaient les enfants pour des leçons d'histoire. Les familles venaient chercher des informations sur leurs proches. Les vétérans venaient raconter leurs histoires. Et l'histoire de Gardien continuait de vivre racontée, transmise, remémorée. Madame Solange, désormais âgée, continuait de guider les visites au musée, racontant le jour où elle avait vu pour la première fois le chien mystérieux près des rails. Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait, disait-elle. Les chiens ne se comportent pas comme ça sans raison. Monsieur Jean, maintenant très vieux, s'asseyait souvent près des tombes de François et Gardien,
leur racontant ce qui se passait en ville. La vie continue, les gars, disait-il. Mais nous, on se souvient de vous. On se souviendra toujours. Le docteur Ferrand publia un livre sur les vétérans oubliés de France, dédié à Gardien. Parfois les animaux en savent plus que les hommes, écrivit-il en préface. Parfois, ce sont eux les gardiens de l'histoire. Et Léa? Léa fonda une fondation, la Fondation Gardien, aidant à retrouver et honorer les héros oubliés dans toute la France. C'est ma mission, disait-elle. Tout comme Gardien avait la sienne. Maintenant, j'ai la mienne. Et elle la remplissait de tout son cœur. Si vous êtes toujours là, abonnez-vous à la chaîne. Cette histoire nous apprend que chacun peut changer le monde. Même un chien. Par une chaude journée de juin, 20 ans après la découverte du sac, Léa, désormais une femme de 30 ans, se tenait devant la plaque près des voies ferrées. À côté d'elle se tenait son fils, François, âgé de 7 ans. Elle l'avait nommé en l'honneur de François Barret. « Maman, raconte-moi encore l'histoire de Gardien », demanda le garçon. Léa sourit et s'agenouilla près de lui. Gardien était un chien qui savait que l'histoire est importante. Qui savait que la mémoire a un sens. Et qui m'a montré que même si le monde oublie, nous ne pouvons pas. Car la mémoire est notre responsabilité. François écoutait attentivement, ses petits yeux brillaient. « Je veux être comme Gardien, dit-il. »« Tu peux, répondit Léa. Il suffit de se souvenir. Il suffit d'être fidèle. Il suffit de prendre soin de ceux qui sont partis. » Elle enlaça son fils et ensemble ils regardèrent la plaque. Ici il a attendu. Ici il s'est souvenu. Ici il a aimé. Et à ce moment-là, Léa sentit quelque chose d'étrange. Comme une présence. Comme une chaleur. Elle regarda vers la forêt et un instant, juste un court instant, il lui sembla voir la silhouette d'un chien. Un berger allemand, assis tranquillement, qui les regardait. Elle cligna des yeux. La silhouette disparut. « Tu as vu ça, maman ?» demanda François. « Quoi ?» ? Le chien. Là, dans la forêt. Léa sourit. « Peut-être. Peut-être que Gardien veille encore sur nous. Tu penses qu'il est là ? Je pense qu'il est partout où quelqu'un se souvient. Et nous nous souvenons. Donc il est là. » Ils s'enlacèrent et prirent le chemin du retour, laissant des fleurs près de la plaque. Et dans la forêt, à l'ombre des arbres, on entendait un son calme, tranquille comme la respiration d'un chien se reposant à l'ombre, veillant sur ceux qui se souviennent. Car la mémoire ne meurt jamais. Et les gardiens de la mémoire sont toujours là où l'on a besoin d'eux. Aujourd'hui, à Val-des-Bois, l'histoire de Gardien est racontée dans chaque école, dans chaque maison. Elle est devenue une partie de l'identité locale, un symbole de ce qui est le plus important, la fidélité, la mémoire, l'amour. Le centre de la mémoire des oubliés se développe. Des milliers de personnes le visitent chaque année. Les familles retrouvent leurs proches. Les vétérans partagent leurs histoires. Les jeunes apprennent le respect du passé. Et près des tombes de François Barret et de Gardien, il y a toujours des fleurs fraîches. Il y a toujours une bougie allumée. Il y a toujours quelqu'un qui vient pour remercier, prier, se souvenir. Cette histoire a appris à la communauté de Val-des-Bois quelque chose de fondamental, que chaque vie a un sens. Que chaque histoire mérite d'être racontée.
Et que parfois, les héros les plus inattendus changent le monde. Léa, maintenant directrice de la Fondation Gardien, travaille toujours à retrouver les héros oubliés. Son fils, François, l'accompagne souvent, apprenant ce qui est le plus important. La mémoire n'est pas seulement le passé, dit Léa lors de réunions, de conférences. La mémoire est une responsabilité. C'est la promesse que personne ne sera oublié. Que chaque vie aura un sens. Et les gens écoutent. Parce qu'ils voient qu'elle parle avec le cœur. Que ces mots ne sont pas vides. Lors de la Journée internationale des droits de l'homme, Léa a reçu un prix pour son travail. Elle se tenait sur scène, devant des centaines de personnes, tenant la statuette. « Ce prix n'est pas pour moi, dit-elle. Il est pour Gardien. Pour François Barret. Pour tous les oubliés que nous essayons de retrouver. Car ce sont eux les héros. Nous ne faisons que raconter leurs histoires. » Les gens se levèrent, applaudissant longuement et bruyamment. Et Léa, regardant la foule, voyait des visages jeunes et vieux, riches et pauvres, tous unis par une chose, le respect de la mémoire. Si cette histoire vous a touché, restez avec nous jusqu'à la fin. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur j'aime, partagez-la avec d'autres. Car la vérité mérite toujours d'être racontée. Le soir, après la cérémonie, Léa alla à Val-des-Bois. Elle se rendit au cimetière, aux tombes de François et Gardien. Elle s'assit entre eux, comme elle l'avait fait des centaines de fois. « Salut, les gars, dit-elle doucement. J'ai reçu un prix aujourd'hui. Pour quelque chose que vous avez commencé. Pour quelque chose que vous m'avez appris. » Elle regardait les pierres tombales, les noms gravés, les fleurs laissées par d'autres. Les gens se souviennent de vous. Et ils se souviendront toujours. Car votre histoire fait partie de quelque chose de plus grand. Une partie de l'histoire sur ce que signifie être humain. Ce que signifie aimer. Ce que signifie être fidèle. Elle ferma les yeux, sentant la paix. Merci à vous. Pour tout. Pour avoir changé ma vie. Pour m'avoir appris ce qui est important. Le vent bruissait dans les feuilles des arbres, chaud et doux. Et pendant un moment, juste un court moment, Léa sentit quelque chose sur son épaule. Comme un toucher. Chaud, apaisant. Elle ouvrit les yeux. Il n'y avait personne. Mais elle savait. Elle savait qu'elle n'était pas seule. Que Gardien et François étaient avec elle. Ils le seraient toujours. Car la mémoire ne meurt jamais. Car l'amour ne s'éteint jamais. Car les gardiens de la mémoire sont toujours là où l'on a besoin d'eux. Elle se leva, épousseta son pantalon et prit le chemin du retour. Mais elle s'arrêta encore une fois pour regarder les tombes. Au revoir, les gars. Je reviendrai bientôt. Et elle partit, laissant des fleurs et une bougie allumée. Et au cimetière, dans le silence du soir, régnait la paix. La paix de ceux qui ont accompli leur mission. La paix de ceux dont on se souvient. Et quelque part au loin, dans l'ombre des arbres, on entendait un son discret comme le remuement joyeux de la queue d'un chien qui pouvait enfin se reposer, sachant que son travail avait été apprécié. Fin. Merci d'avoir été avec moi pour ce voyage émouvant. L'histoire de Gardien, de François Barret et de la petite Léa nous apprend que la mémoire est la chose la plus importante que nous puissions offrir à ceux qui sont partis. Que la fidélité ne connaît pas de frontières. Et que parfois,
Les héros ont 4 pattes et des cœurs plus grands que tous les humains réunis. Si ce récit vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur j'aime et de partager cette vidéo avec d'autres. Que plus de gens connaissent l'histoire du chien qui gardait la mémoire. Car l'histoire n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle est silencieuse. Mais elle est toujours importante. Et elle mérite toujours d'être racontée. La mémoire dure éternellement. L'amour ne meurt pas. Les gardiens veillent toujours. À bientôt pour la prochaine histoire.